Bonjour à tous, c'est Sylvain, vous êtes sur Rue des Joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve nouvelle vidéo de pronostics pour l'Euro. Pas tout à fait de pronostics cela dit, puisque je vais vous parler des 5 grands favoris de cet Euro selon les bookmakers. On va décortiquer ces équipes avec les forces et les faiblesses, donc ça devrait être plutôt intéressant. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. On va analyser tous les matchs de cet euro un par un. Il y aura des combis, des buteurs, un maximum de vidéos pour ce mois de football qui s'annonce grandiose. Donc si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche de YouTube et rejoignez-nous pour vivre cet euro tous ensemble. Allez, donc on va attaquer tout de suite la première équipe. C'est l'Angleterre, la favorite des bookmakers qui est cotée à 4. On commence par les points forts. Et bien évidemment, globalement, le gros point fort de l'Angleterre, c'est son réservoir de talent. Ils ont Harry Kane, qui est toujours l'un des tout meilleurs attaquants au monde. Cette année, c'est 36 buts en Bundesliga et 8 en Ligue des Champions. Un attaquant qui participe beaucoup à la construction du jeu et qui peut décrocher pour trouver ses ailiers, donc ça peut faire beaucoup de dégâts. Dans les talents, on a également Jude Bellingham, meneur de jeu en ballon d'or en puissance cette saison. 19 buts en Liga. On ajoute à tout ça Foden, Bukayo Saka, Cole Palmer, la petite révélation du côté de Chelsea, Grealish, bref, on a le potentiel offensif numéro 1 de cet Euro 2024. Également, on peut considérer qu'ils ont un groupe qui est plutôt facile, plutôt abordable. Donc ils devraient pouvoir se lancer assez correctement dans la compétition. Les points faibles de cette équipe d'Angleterre, si on peut en trouver. Alors pour moi, il y a le gardien. Je suis pas un très grand fan de Pickford, je le trouve pas exceptionnel. La défense, Maguire Stones. Alors ça tient la route, hein, Harry Maguire qui a toujours fait le taf en sélection, mais ça fait quand même assez bizarre de se dire que Maguire est le titulaire en défense centrale de cette équipe d'Angleterre. Et d'ailleurs, personnellement, je trouve que dans la relance, autant il est solide défensivement, autant dans la relance, ça coince un peu. Une autre petite faiblesse éventuelle, c'est le coaching. Southgate, on sait que ce sera son dernier tournoi. C'est un coach ultra conservateur, plutôt défensif. Je trouve qu'il manque peut-être un peu d'audace pour aller tirer le meilleur d'un effectif aussi riche que celui-là. Et enfin, peut-être la faiblesse principale, celle qui n'est pas forcément tangible, c'est tout simplement que l'Angleterre ne gagne pas dans les grands tournois. L'Angleterre ne sait pas gagner. Alors ça finira sans doute par passer un jour. Mais en attendant, si on regarde les choses de manière très factuelle, actuellement on en est à plus de 100 ans d'histoire du football et c'est toujours une seule Coupe du Monde gagnée. C'était à la maison et c'est tout. Donc voilà un petit peu pour l'Angleterre. Deuxième équipe, la France, les Bleus qui sont cotés à 5. Le gros point fort, je pense que c'est bien évidemment le vécu et l'expérience, la science de la gagne de Didier Deschamps. Cette équipe, c'est une finale de l'Euro 2016, champion du monde en 2018 et finale de la Coupe du Monde 2022. Donc le gros atout, c'est que contrairement à l'Angleterre, la France sait gagner des tournois. Sur le terrain, on ajoute à ça l'axe Griezmann-Mbappé, que je pense tout le monde peut nous envier. Le retour de N'Golo Kanté, qui peut faire du bien. On l'a vu dès hier soir face au Luxembourg. Alors je sais pas trop sous quelle forme, mais je pense que Deschamps lui donnera un rôle et un petit peu de temps de jeu. Le point faible, pour moi, le point faible des Bleus, on les suit de près, c'est un petit peu des états de forme qui sont pas forcément, à mon sens, au max au moment de rentrer dans le tournoi. Mbappé qui est dans un tournant de sa carrière, fin de l'histoire au PSG, un petit peu en eau de boudin. Les matchs de Ligue des Champions contre Dortmund qui ont été plutôt ratés, la signature au Real qui fait quand même couler beaucoup d'encre, le souvenir du match contre la Suisse où il avait raté son penalty lors du dernier Euro. Bref, est-ce qu'il va être totalement dispo mentalement et à fond dans le tournoi? C'est quelque chose qui peut poser question.
Également derrière, la charnière centrale Upamecano Konaté, des joueurs qui ont perdu un petit peu confiance en fin de saison, qui étaient un petit peu relégués sur le banc, notamment Konaté hein, qui a carrément perdu sa place au profit de Jarel Quensa, qui a plutôt joué en fin de saison aux côtés de Van Dijk. Et on ajoute à ça des petites questions sur le physique de certains joueurs. Donc je tourne, nous sommes le 6. Hier soir, on a vu France-Luxembourg, Chouameni, Rabiot et Coman qui étaient carrément en civil hier soir, pas prêts à rentrer. Donc à voir si tout ça se remet bien, mais si on a et Chouameni et Rabiot qui sont sur le flanc ou qui démarrent la compète un petit peu blessés, on pourrait se retrouver pour le coup avec un milieu de terrain qui est un petit peu juste. Troisième équipe de cette présentation, l'Allemagne, avec une cote à 6. Le principal point fort, je dirais, c'est qu'ils sont à la maison. Et on sait que ça compte quand même énormément sur un grand tournoi de jouer à domicile. Le pays hôte va quand même assez régulièrement au bout, au moins en finale, ou soulever la coupe. Ensuite, on a Julian Nagelsmann qui a quand même trouvé une bonne formule ces derniers temps avec cette équipe d'Allemagne. L'Allemagne qui a battu 2 fois les Bleus ces derniers mois. Donc deux jeunes pépites, Wirtz et Musiala. Tony Kroos qui veut tirer sa révérence en apothéose. Il a déjà gagné la Ligue des Champions. Maintenant, il veut aller chercher l'Euro. Des cadres expérimentés autour des joueurs du Bayern. Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Thomas Müller. Alors, ils ne seront pas forcément tous titulaires. Mais bon, mine de rien, tous vécus. Ça a un rôle dans le groupe. La charnière centrale, Rudiger, Eta, qui tient bien la route. Il y a vraiment beaucoup d'atouts, je trouve, dans cette équipe d'Allemagne. Ils vont être vraiment à suivre. Et le point faible, le gros point faible, ça va être la pression. Ils sont à la maison, ils sont très attendus après les gros échecs des derniers tournois. Et on a une compétition qui, mine de rien, peut-être arrive un petit peu trop tôt pour eux. Il faut rappeler que l'année 2023 a été catastrophique pour la sélection. Départ d'Andy Flick après une défaite 4 buts à 1 contre le Japon. Nagelsmann qui est arrivé, qui a encore une jeune histoire avec la sélection. Donc c'est pas encore parfait. On a eu des défaites assez récentes contre la Turquie et contre l'Autriche. Mais là, ça se met en place et il aurait peut-être fallu quelques mois supplémentaires à Nagelsmann pour que son équipe soit vraiment telle qu'il imagine la façonner. Quatrième équipe, l'Espagne avec une cote à 9. Un peu comme l'Angleterre. Leur force, je pense que c'est un bon vivier de talent avec des joueurs très jeunes. Alors bien évidemment, c'est pas l'Espagne de la grande époque hein, qui avait fait le triplé Euro 2008, Coupe du Monde 2010 et Euro 2012, mais on a quand même beaucoup de joueurs intéressants. Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Cubarsí qui a été, je pense, très bénéfique pour la deuxième partie de saison du Barça. Pedri qui j'espère va être de retour à un bon niveau. Donc tout ça est à moins de 20 ans. Lamine Yamal, je crois que c'est 16 ans. Nico Williams c'est peut-être 21, Cubarsí 18, Pedri tout juste 21 ans. Ils sont entourés avec des cadres comme Rodri et Morata. Bref, cette équipe d'Espagne avec ces jeunes joueurs, ils ont peut-être ajouté la pièce manquante du puzzle pour aller loin dans les tournois, c'est-à-dire des joueurs de percussion qui peuvent un petit peu bonifier les longues séances de possession espagnoles qui par le passé étaient parfois stériles. Donc notamment les côtés, hein, Yamal, Nico Williams, et derrière on a des joueurs sur les côtés qui sont aussi bien offensifs avec Carvaral et Grimaldo hein, qui a été une belle révélation avec le Bayer Leverkusen cette saison. Point faible, ils sont dans le groupe de la mort, hein, un groupe où il peut tout se passer. Dès le deuxième jour de l'Euro, le samedi 15, ils commencent avec la Croatie, donc ça peut être un peu compliqué. Toujours, ils ont changé de coach depuis la Coupe du Monde, hein, fin de l'ère Luis Enrique, mais ils n'ont pas vraiment changé de style de jeu non plus. Le style de possession qui fonctionne pas forcément dans les grands tournois, on sait que c'est plutôt les équipes qui défendent bas et qui contre, qui ont plus de facilité, je trouve, à remporter les grands tournois. La défense qui est peut-être un peu légère, charnière centrale titulaire, Laporte, le Normand, les deux Français.
Donc c'est un petit peu le reliquat que Didier Deschamps n'a pas voulu. Laporte qui était carrément un des parias de Deschamps, qui maintenant est en Arabie Saoudite. Est-ce que c'est suffisant pour être le défenseur numéro un? Pas forcément. Le Normand, il en a carrément jamais été question chez les Bleus, donc il est titulaire en Espagne. Les deux autres défenseurs centraux, c'est Nacho et Koubarsi. Bon, c'est quand même pas mal, Nacho qui est revenu à un bon niveau. Koubarsi qui a 18 ans, donc voilà. Mais pour moi, ça reste peut-être un quatuor de défenseurs centraux un peu léger. Pareil, il manque peut-être un numéro 9 d'envergure, de très très haut niveau, d'envergure internationale. Ils ont Morata hein, qui est toujours là, habitué des grands tournois, il fait le boulot, mais c'est pas non plus le top niveau. C'est pas Harry Kane comme peut, ou Mbappé comme peuvent l'avoir la France et l'Angleterre. Donc voilà pour l'Espagne et la dernière nation, toujours elle aussi côté à 9 comme l'Espagne, ce sera bien évidemment le Portugal. Le Portugal qui est l'équipe la plus en forme a priori du moment. Ils ont fait un 10 sur 10 en qualification, même si le groupe était plutôt facile. Beaucoup de buts marqués, beaucoup de démonstrations offensives. Là en amical, ils viennent encore de gagner 4 buts à 2 contre la Finlande. Ils ont quand même un vivier de joueurs extraordinaires. Ils ont peut-être la plus grosse profondeur de cet Euro 2024. Autour de Cristiano Ronaldo qui est de retour, qui va disputer son 6e Euro. Pepe également, l'autre taulier derrière en défense, 41 ans. Et autour d'eux, Rafael Leao, Joao Félix, Diogo Jota, Gonzalo Ramos, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Palinha, les côtés Nuno Mendes et Joao Cancelo. Donc c'est quand même assez incroyable d'avoir autant d'options. Sous Fernando Santos, l'idée c'était d'être solide derrière. Avec Roberto Martinez, ils sont restés solides derrière, mais ils attaquent aussi beaucoup avec énormément de possibilités. Donc attention à cette équipe du Portugal qui peut aller loin. Niveau faiblesse, je mettrais peut-être justement ce côté versatile qui n'est pas, alors qui est bien évidemment une force, mais qui peut aussi se retourner contre son équipe. Il n'y a pas vraiment de système fixe pour Roberto Martinez au Portugal. Si on regarde un peu tous les matchs, ils ont joué dans plusieurs systèmes différents. Ils savent s'adapter, mais ça peut être aussi une faiblesse pour bien assimiler. Et la plus grosse peut-être, ça va être la pression qui va être autour de Ronaldo. On avait déjà vu à la Coupe du Monde 2022 où on était un petit peu dans la même situation que quand Ronaldo était sorti de l'équipe, le Portugal s'était mis à mieux jouer. Donc espérons qu'ils ne se mettent pas trop la pression pour le faire marquer, pour le faire briller, pour lui faire soulever le trophée. Bref, qu'il n'y en ait pas de trop qui soit fait autour de lui. Donc voilà, petite présentation des 5 favoris de l'Euro selon les books. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai donné les codes. Si vous voulez parier, je vous invite à jeter un coup d'œil sur la page bonus de l'Euro 2024 que vous pouvez trouver dans la description. Vous avez tous les bonus que vous pouvez avoir pour jouer sur cet euro. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, donnez-moi vos favoris dans les commentaires et on en reparle très vite. De toute façon, on se retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos sur l'euro et dès la semaine prochaine, vous aurez les premières vidéos d'analyse sur les premiers matchs, hein, ouverture vendredi soir avec Allemagne-Écosse. Sur ce, salut à tous les amis.